Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer cette émission sur le développement durable, comment faire face contre les changements climatiques et comment préserver la sécurité alimentaire dans notre pays et sur notre planète. Pour discuter de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Amira Hassan, vous êtes experte en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais présenter le premier reportage et puis on va discuter de différents points concernant ce sujet. Alors que les menaces à la sécurité alimentaire se multiplient avec le changement climatique, la croissance démographique et la hausse des prix des denrées alimentaires, l'Égypte a pris des mesures globales pour réaliser sa sécurité alimentaire. Le pays a lancé des projets nationaux visant à accroître la productivité agricole et la culture de nouveaux terrains. Des détails. L'Égypte a mis en œuvre de nombreux projets pour soutenir l'agriculture, développer l'agriculture durable, lutter contre la désertification et minimiser les effets du changement climatique. L'Égypte est en effet confrontée à plusieurs défis, à savoir la limitation des terres, la pénurie d'eau et l'explosion démographique. Le plan intégral mis en place par le gouvernement est basé sur l'expansion agricole verticale, en augmentant la productivité des terres, en développant des variétés de cultures stratégiques à haut rendement et résistantes au changement climatique et en mettant en place une expansion agricole horizontale qui consiste à cultiver de nouveaux terrains. Grâce à ce plan intégral, l'Égypte a réussi à augmenter la superficie des terrains agricoles, cultivant dans le désert plus de 2 millions de fédons qui ont commencé à être productifs. Cette expansion horizontale a nécessité plusieurs méga-projets, dont les plus importants sont le projet à venir de l'Égypte dans le nouveau delta, d'une superficie de 2,2 millions de fédons. Le projet du nord et du centre du Sinaï, d'une superficie de 456 000 fédons, et le projet Sanab El Sono à Aswan, d'une superficie de 650 000 fédons. À ces projets s'ajoute également le nouveau projet de développement rural égyptien, d'une superficie de 1,5 million de fédons, et le projet de Toshka, d'une superficie de 1,1 million de fédons, en plus de plusieurs projets du secteur privé dans la Nouvelle-Vallée, à l'est de l'Awainet et à Toshka. L'État a également mis en place des projets nationaux de pisciculture, de dessalement et de rationalisation de l'eau de l'irrigation. Il a également porté une attention particulière au développement du bétail et de la volaille et à l'amélioration des races, tout en incitant le secteur privé à investir dans des projets agricoles, en particulier dans la transformation des produits agricoles et le recyclage des déchets agricoles. Si la sécurité alimentaire représente aujourd'hui le grand souci de l'Égypte, elle ne peut pas être détachée de la problématique de l'eau. Le gouvernement a dépensé des milliards de livres pour construire des stations de traitement des eaux usées, afin d'économiser l'eau de l'irrigation. En effet, l'expansion de la superficie agricole, d'améliorer les taux d'autosuffisance de certaines cultures stratégiques, ce qui accroît, selon les experts, la compétitivité de la production agricole égyptienne. Au cours des 3 derniers mois, l'Égypte a réussi à ouvrir de nouveaux marchés internationaux vers lesquels sont exportés plus de 405 produits agricoles, ce qui a entraîné des progrès significatifs dans le domaine des exportations alimentaires. Alors, Madame Amira Hassan, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Ma première question, c'est concernant les effets, bien sûr, négatifs du changement climatique sur la sécurité alimentaire, non seulement en Égypte, mais dans le monde. Alors, à commencer par l'Égypte. Savez-vous que l'Égypte occupe 100 000 îles? L'Égypte fera partie du désert, du grand désert qui s'allonge depuis le Koweït jusqu'à l'océan Atlantique. Alors, nous sommes déjà dans un climat aride. Alors, cette aridité s'aggrave avec les changements climatiques, surtout avec l'élévation de la température.
Et nous avons certaines cultures, c'est vrai, et ces cultures sont adaptées au fil du temps. En effet, la faune et la flore ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Alors, pour s'adapter, ça nécessite une dizaine d'années. En effet, les êtres humains ne peuvent pas tolérer cette durée. Hein. C'est pourquoi la sécurité alimentaire est vraiment menacée, que ce soit par la réduction de la productivité déjà des terres, qui est menacée par le manque d'eau et la rareté de l'eau, et également la nature du sol qui se change avec l'augmentation de l'utilisation des fertilisants, parce que nous ne dépendons pas nous avons un système particulier en Égypte pour l'irrigation. Alors nous n'avons pas, notre pluviométrie est presque faible, nous avons un taux pluviométrique de 300 millilitres, ce qui n'est rien. On ne peut pas dépendre de l'irrigation pluviale pour la productivité. Et une nature de terre particulière, et surtout que avec le manque de la conscience de la population, les gens ne préservent pas les terres qui sont anciennes, qui sont fertiles déjà. Alors les gens sont contraints d'aller pour la bonification et la mise en valeur de ces terres, oui, des terres qui se trouvent au désert, qui ne donnent pas la même productivité et qui n'ont pas, où il y a également des problèmes non seulement de fertilité, mais également de nématodes, d'autres maladies et fléaux qui peuvent menacer la productivité. Alors, d'une part, il y a l'effet néfaste des changements climatiques et également l'effet néfaste des êtres humains eux-mêmes, que ce soit pour l'abus de l'utilisation des fertilisants, le manque d'irrigation, un système d'irrigation et de drainage faible. Alors tout ceci peut affecter l'irrigation, ou pardon, la sécurité alimentaire. Et il y a un autre volet qui est la recherche. Non seulement nous avons besoin de nouvelles variétés résistantes à l'aridité et à la salinité du sol, mais également de nouvelles espèces qui peuvent donner une meilleure productivité par acre ou fédant chez nous en Égypte. Mais nous avons déjà, avec un effort inlassable de la recherche, nous avons pu arriver avec le riz à 12 ardab, parce que ardab c'est 150 kg à 12 ardab, c'est une unité de mesure par acre, ce qui est énorme, pour essayer d'amender à ce manque de productivité et cette menace. Là, le changement climatique affecte notre continent africain. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a une augmentation de la désertification dans notre continent. Pourtant, le continent africain était connu par la production agricole, par la culture. Oui, c'est vrai, mais savez-vous certes que chaque pays a des pratiques propres à elle, et pour aller de pair et pour accélérer la productivité, il faut changer de ces pratiques. Certainement, vous savez qu'en Afrique, ils n'ont pas une maîtrise des systèmes d'irrigation. Alors, ils ont besoin surtout de l'aide de l'Égypte à cet égard. Et l'Égypte n'épargne pas d'efforts à cet effet. En effet, l'Égypte aide les pays africains pour les familiariser avec le nouveau système au niveau de la collecte d'eau, au lieu que la pluie. Il y a des pluies, par exemple, le Gabon, en entrant à Libreville, ça pleut à ne pas arrêter, hein, la pluie ne s'arrête pas. Alors ils ont besoin de contrôler cette abondance et d'en profiter plus tard. Alors ils ont besoin de développer leur système de collecte d'eau. La technologie. C'est pas même la technologie, c'est pas la technologie, c'est la technique. Ouais. Vous voyez, parce que les pays africains, comme nous savons tous, ont un problème de financement. Et alors, avec une simple maîtrise, avec de simples techniques qui ne nécessitent pas une technologie sophistiquée, nous pouvons arriver à notre but toujours. Mais il faut raisonner, il faut coopérer entre nous. C'est la coopération sud-sud qui sera l'exutoire à cette crise. La coopération sud-sud, est-ce qu'on peut accuser les pays développés, je parle surtout des États-Unis, les pays européens, peut-être la Chine, qui utilisent beaucoup plus de charbon, de pétrole, etc. Et ce qui a affecté le changement climatique et ce qui, par conséquent, a affecté le continent africain. Vous voyez,
nous savons, si un mot peut résumer le tout, c'est la responsabilité, Oui. d'assumer la responsabilité et de laisser à part les intérêts et d'entendre la raison, parce qu'à un moment donné, même les États-Unis et la Chine n'en vont pas profiter des dollars ni de yens, ils ne vont pas manger les dollars et les yens en fin de compte, ça ne va pas le faire un plat de salade, on ne va pas manger le concret en fin de compte. Ils doivent entendre la raison. Et ils doivent, surtout aux États-Unis, avec les flash flooding, les inondations subites qui arrivent dans des endroits arides et qui écrasent des villages et les villes. En effet, justement, ils peuvent coopérer en un seul sens, c'est d'assumer les responsabilités qui se cachent derrière le principe de la souveraineté de l'État et de ne pas se faufiler de leurs engagements déjà des protocoles signés. Déjà, ils ont déjà réalisé un développement, alors c'est le moment de s'arrêter et de trouver un moyen pour rebrousser chemin. Ouais. On va prendre une petite pause tout à l'heure, mais après la pause, on veut parler des résultats de la COP27 pour résoudre quand même le problème de la désertification, bien du changement climatique. Et on va revenir à une petite pause. Après une petite pause pour l'appel à la prière, là nous continuons ou bien nous reprenons notre émission sur la sécurité alimentaire en Égypte et dans le monde. On parlait tout à l'heure des résultats de la COP27 qui s'est tenue en Égypte. Là, l'Égypte a demandé que les grands pays développés financent les pays africains et les pays sous-développés. Oui. Alors, est-ce que les pays développés ont respecté leurs promesses? Non. Il y a le fonds vert qui a été créé pour profiter de ces sommes, mais jusqu'à présent, les pays n'ont pas déboursé, n'ont pas fait sortir l'argent nécessaire, mais ils ont fait un échange commercial, c'est que les pays comme l'Égypte qui n'ont pas assez de production ou de contribution comme pour certains gaz, à savoir le CO2 et la méthane, on va acheter leur part. Ça veut dire que les États-Unis et la Chine peuvent produire tout en achetant la part de l'Égypte. Et savez-vous que cet échange, comme un échange de carbone, savez-vous ça? C'est un moyen, mais c'est comme s'il s'agit de freins à déchaîner ou à libérer ces sommes-là pour la contribution. C'est une promesse qui n'a pas été encore tenue. Oui. Oui, voilà. Bon, on va passer à un autre sujet, ou bien un autre angle du même sujet, dans le cadre des efforts déployés par l'État égyptien pour renforcer le développement du secteur agricole. Le gouvernement accorde une attention particulière au suivi de toutes les évolutions liées au projet agricole, notamment le projet du nouveau delta. Ce projet vise à augmenter la superficie des terres agricoles de 3,5 millions de faisans, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Objectif, assurer la sécurité alimentaire. Le gouvernement accorde une grande importance au suivi de toutes les évolutions liées au projet agricole, notamment le projet du nouveau delta, dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer le développement du secteur agricole, assurer la sécurité alimentaire et créer des milliers d'emplois dans différents domaines, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion destinée à suivre l'état d'avancement des travaux, dont le projet du nouveau delta, à optimiser les ressources en eau et à améliorer leur efficacité afin de soutenir les projets nationaux liés à la production agricole.
le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives visant à renforcer le principe de partenariat avec le secteur privé dans le domaine des infrastructures agricoles et à lui permettre de réaliser une percée dans ses projets, en étroite collaboration avec l'Agence de l'avenir de l'Égypte pour le développement durable, afin de refléter une vision stratégique intégrée, garantissant la sécurité alimentaire et renforçant les capacités de l'État en matière de production et d'agroalimentaire. Augmenter la production agricole, garantir l'autosuffisance alimentaire, réduire la facture d'importation des produits alimentaires, mais aussi booster les exportations agricoles et assurer le flux de devises étrangères. Tels sont les principaux objectifs du méga-projet du Nouveau Delta. Le projet vise à cultiver 3,5 millions de fédons, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Situé le long de l'autoroute Road El Farag et Dabra, à 30 minutes de la ville du 6 octobre, il est considéré comme le plus grand projet de développement agricole connu par l'Égypte. L'objectif est de cultiver 2,2 millions de fédons et de créer un nouveau delta parallèlement à la culture de 1,1 million de fédons au sud de Toshka et de 456 000 de fédons au nord et au centre du Sinaï. Alors, Madame Amira Hassan, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. L'Égypte a entrepris beaucoup de mesures et des procédures durant les dernières années concernant la bonification de terres et a pensé quand même à créer un projet du nouveau delta. Que pensez-vous? C'est un vrai projet, c'est un projet ambitieux, c'est vrai, et non seulement en termes de superficie, il y a une croissance horizontale et verticale. L'Égypte doit faire les deux à la fois et également doit défendre les anciennes terres par les lois. Et même s'il y a des punitions, il y a une punition grave pour le fait de s'attaquer à ces terres anciennes qui ne peuvent pas être, même si nous allons cultiver le désert, tous les déserts égyptiens ne vont pas amender ou ne vont pas remplacer les terres anciennes en termes de production, parce que chaque terre produit quelque chose qui a un différent goût. Oui. Oui. Alors, tout à fait. C'est vrai. Oui, oui. Alors, même si on va cultiver la betterave à sucre au désert, ça ne sera pas comme la canne à sucre d'Aswan. Oui. Ça ne sera jamais ça. Oui. Alors, ce qui est fait la particularité de l'Égypte. Oui. Alors, est-ce que c'est fait depuis les pharaons? Alors c'est pas une nouveauté. Alors franchement. Oui, c'est vrai. Alors c'est dommage de rater cette richesse au profit des terres, parce que ces terres auront besoin de fertilisants. Alors nous allons penser à des conséquences à la santé, aux résidents aux résidents des pesticides et des insecticides à être utilisés. Alors pourquoi? Alors pourquoi nous avons besoin même prévenir vaut mieux que guérir, vous voyez? Bien sûr. Alors pourquoi? Alors l'Égypte agit dans les deux volets, en termes de préservation, de conservation des terres anciennes et d'expansion horizontale et verticale dans les déserts, que ce soit au nouveau delta. Mais ce qui fait un grand défi, en effet, c'est la rareté de l'eau, surtout avec le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas senti, c'est-à-dire, heureusement, il y avait eu depuis... Heureusement, parce qu'il y a la pluie, c'est par le bon Dieu, par la volonté de bon Dieu, c'est que la pluie est arrivée en averse là-bas, ils étaient contraints de... Parce que moi, j'ai vu le schéma, l'eau doit arriver à un certain niveau pour faire fonctionner les turbines. Et le barrage de la Renaissance, ce sera le premier barrage d'une série de 4 autres barrages. Alors l'Égypte doit agir sur le plan diplomatique. De toute façon, nous avons confiance quand même que les autorités égyptiennes ne vont pas laisser tomber un sujet si critique. Oui, mais c'est un défi à considérer, surtout que l'Égypte se trouve en milieu aride. Alors l'Égypte, le ministère de l'Irrigation agit pour le revêtement des canaux en eau pour essayer de réduire l'infiltration, de préserver de l'eau et même de réutiliser l'eau de drainage agricole une autre fois. Alors et le dessalement de l'eau de mer, en plus, il y a mais beaucoup ceci pose un défi en termes de production de le coût électrique, le coût élevé de dessalement de l'eau de la mer. Hein. Et il faut, parce qu'il faut être à proximité de la mer et également
les résidus de la désalinisation, parce qu'il y aura un grand volume de sel qui sera... Reprenons le projet du nouveau delta. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va créer? C'est-à-dire, on parle de nouvelles villes, non seulement villes agricoles, mais aussi industrielles. Oui. Alors parlez-nous de cette vision. C'est l'intégration. Il faut agir, c'est l'intégration. Alors, la production, ce qui peut ouvrir une perspective de transformation alimentaire et pour réduire également les taux des... savez-vous, la manutention des aliments crée des déchets, des grandes quantités d'aliments qui périssent. Qui périt en vain comme ça. Alors, de créer des industries à côté des terres agricoles, alors ça réduit les pertes. Et on peut maximiser et même on peut créer même le compostage. Suite à cette transformation, nous pouvons profiter. Ainsi, on peut ajouter à la terre ce qu'elle a perdu, le taux de carbone, parce que les résidus alimentaires, après la transformation, ces résidus peuvent être réintroduits une autre fois au sein de la terre pour élever la valeur du sol. On peut ainsi, c'est l'intégration, cette perspective intégrée, c'est le seul exitoire à l'Égypte. En effet, ce qui fait la créativité de la personnalité égyptienne et des chercheurs égyptiens. Oui. Vous voyez, avec des peu de choses, on peut faire beaucoup, en effet. Ça va attirer quand même une bonne partie de la jeunesse pour commencer leur vie dans ces endroits. Oui, oui, certes, justement, ce qui le Sadat, le président, le feu président El Sadat a fait, c'était le premier à penser à l'expansion dans le désert et au projet de Noubareya. À Alexandrie, les jeunes ont eu accès à 5 fédans en plus d'une bâtisse à une maison et même 2 têtes, je crois, de bétail, pour entamer une vie nouvelle là-bas. Maintenant, Noubareya est considéré comme des terres qui sont vraiment très productives. Mais ça met des années. Mais le défi que nous avons, c'est nous sommes dans une course contre la montre. Les changements climatiques qui arrivent... C'est normal, il faut commencer pour les nouvelles générations, les futures, je veux dire les générations futures. Là, le projet, c'est créer un delta. Les jeunes qui travaillent dans leurs terres, avec bien sûr tous les services qui sont présentés et offerts par le pays, faire des petites usines pour l'agri-alimentaire, l'agro-industriel, voilà. Et puis transporter vers des ports ou bien vers des marchés. Est-ce qu'on est prêt pour le transport de toutes ces marchandises? Oui, en effet, ce que l'État égyptien a fait, c'est les voies. Maintenant, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre en le chemin qui prenait 3 heures de voyage a été réduit avec les voies qui sont... Oui, et qui sont en bon état, en effet, pour faciliter l'accès, l'élargissement des aéroports, le fait maintenant à Alexandrie, l'aéroport de Bourg El Arab est devenu international. Alors, vous voyez, ce qui est à Damiette, la nouvelle Damiette et toutes ces villes, et tout en considérant l'aspect culturel des villes, ça a été respecté. Mais, par exemple, Damiette est connue par la production des meubles. Alors, on leur a créé la nouvelle Damiette. La nouvelle Damiette spécialisée, oui, à cet effet. Ce qui à Rosette également pour la production des poissons. Kafrecher également à cet effet. Pour la production des poissons, la pisciculture. Ceci a été considéré. Alors le développement considère également les aspects socioculturels, ce qui est bon, en effet. Et c'est une perspective qui révèle une planification basée sur la recherche et pas sur les... Basée sur la science. Oui, c'est pas oui. Voilà. Alors, je passe à notre troisième angle. Pour la première fois, les exportations agroalimentaires de l'Égypte
ont atteint 6 milliards 100 millions de dollars l'année dernière. Il s'agit d'une hausse de 21% sur un an. Les pays arabes sont parmi les plus grands destinataires des produits agroalimentaires égyptiens. En 2024, ils ont représenté 54% de l'ensemble des exportations alimentaires de l'Égypte. Voici les chiffres en détail. Les exportations de l'industrie alimentaire égyptienne se sont élevées à 6,1 milliards de dollars en 2024, contre 5 041 milliards de dollars en 2023. Selon un communiqué du Conseil d'exportation des industries alimentaires, cela constitue une progression de 21% sur un an, et ce pour la première fois. Cette hausse est due à l'expansion des marchés d'exportation. Les pays arabes sont parmi les plus grands destinataires des produits agroalimentaires égyptiens. En 2024, ils ont représenté 54% de l'ensemble des exportations alimentaires de l'Égypte, soit 3 276 milliards de dollars. L'Union européenne arrive en deuxième position, avec 19% des exportations égyptiennes d'agroalimentaire, ou 1 168 millions de dollars. Les pays africains non arabes représentent 8% des exportations, ou 513 millions de dollars. Enfin, les exportations vers les États-Unis se sont élevées à 330 millions de dollars, soit 5% de l'ensemble des exportations égyptiennes. Les boissons gazeuses arrivent en tête de liste des produits agroalimentaires exportés avec 532 millions de dollars, soit une croissance de 6% par rapport aux exportations de 2023. La farine arrive à la deuxième place avec 464 millions de dollars, soit une croissance de 11%. Le sucre, les fraises, les huiles, les jus de fruits, les biscuits, les produits céréaliers et les légumes congelés sont les produits égyptiens les plus exportés. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Là, on parle de la production égyptienne, des produits alimentaires bien sûr, qui ont augmenté de presque 21% durant l'année dernière. Alors, c'est dû à quoi? Oui, c'est dû à quoi? Parce que, je parle de production maintenant. Oui, oui, je sais. Ah ouais. C'est que la production, on peut avoir... alors, pour augmenter une production, il faut agir sur plusieurs éléments, justement. Il faut avoir de nouvelles variétés. Alors, pour avoir cette variété-là, c'est le fruit d'une quinzaine d'années de recherche. Ouais. Bon. Alors, pour avoir une variété productive qui, par exemple, au lieu de donner 10 tonnes, nous avons eu récemment le fruit de l'élevation de la fève. Au lieu de 10, a sauté à 15. Ah, d'accord. Vous voyez, de 10 à 15. Alors, l'introduction de nouvelles variétés, l'amélioration des techniques d'irrigation, l'optimisation de l'irrigation, l'utilisation de la fertigation, la réduction de l'évapotranspiration des plantes. Peut-être nous pouvons cultiver dans les cultures, nous pouvons recourir, l'Égypte a recouru en effet aux cultures protégées. Les cultures protégées, c'est pas seulement les serres, mais également les serres climatisées. Avec des systèmes de ventilation développés. Alors, tout ceci augmente la productivité et avec également des simples techniques de manipulation et de traitement à la culture. Par exemple, les tomates. Si les tomates à la floraison, vous pouvez réduire le taux de la croissance végétale pour avoir les fruits. Ainsi, vous mettez la plante à certain stress, à un certain niveau. À ce moment, la plante sera contrainte, c'est une technique de survie. Si nous comprenons bien comment les plantes, les êtres vivants agissent, nous pouvons mieux les diriger. Bien sûr. Oui. Alors, lorsque nous mettons certaines plantes ou certaines variétés sous certains stress à un certain niveau, c'est une technique de survie que nous allons tourner à notre profit. Oui, c'est parmi les secrets que j'ai eu d'un grand chercheur, c'est le Dr Mohamed Abou Saoud, qui m'a dit ça. Ça a été inspiré par la Chine.
cette technique de mettre à un certain niveau les plantes ou les cultures à un certain stress pour augmenter la productivité et l'utilisation également des bioagents. Pour éviter l'utilisation des insecticides et des pesticides avec des bioagents, avec de simples techniques qui ne vont rien coûter, mais en comprenant le cycle de vie des insectes, en intervenant à un certain moment donné, sans avoir, parce que les insectes, si vous allez, le fait d'utiliser les insecticides sur les insectes, ça va être introduit dans leur ADN et va être hérité dans leur succession, ce qui crée en effet une progéniture, c'est une progéniture d'insectes qui seront résistants. Alors, il vaudrait mieux intervenir par un moyen mécanique, par exemple la pulvérisation, pour éviter des denrées alimentaires à un certain niveau, pour que les cuticules des chrysalides, des insectes soient affectées ainsi. Nous allons intervenir, ou peut-être en avançant la date de la culture pour que les insectes à leur attaque ne vont pas trouver quelque chose à manger. À ce moment-là, avec la lutte biologique intégrée, nous pouvons avoir des produits sains et augmenter la productivité à la fois. Alors ça fait partie des éléments à considérer et des meilleures pratiques. Et pourquoi pas échanger, surtout avec la Chine. La Chine a des idées. Par exemple, parfois, j'ai récemment lu une recherche qu'ils sèment au désert des semences de plantes résistantes à la sécheresse, les laissant en plein désert, à emporter par le vent. Et après 5 années, ils ont trouvé, sans aucune intervention humaine, que le désert s'est transformé en un plan vert, parce que les racines, lorsqu'une plante pousse, ça crée au rhizoctone toute une série améliorant la qualité du sol, ce qui est un moyen pour lutter contre la désertification et protégeant du coup le désert. Et chez nous, nous avons un chercheur qui a eu l'idée de créer un gel absorbant l'hydrogène de l'atmosphère, fournissant l'humidité au niveau du sol. Et à ce moment-là, nous pouvons, pour lutter contre l'aridité, et je salue à cet effet le centre de recherche du désert en Égypte, qui est différent du centre de recherche agronomique, parce qu'ils ont des pratiques qui sont très simples, utilisant les résidus alimentaires, à savoir la paille de riz, qui nous cause beaucoup de pollution, à faire le mulching ou l'empaillage qu'on met au sol pour protéger et préserver l'humidité du sol, ce qui augmente la teneur en humidité, et c'est ainsi qu'on peut réduire la perte d'eau. Là, vous avez parlé surtout de la coopération sud-sud. Oui. Quand vous avez parlé de coopération, de toute façon, nous avons un partenariat stratégique avec la Chine et on coopère dans divers domaines. Je parle maintenant d'exportation de produits alimentaires égyptiens vers l'étranger, bien sûr. L'année dernière, qui a augmenté de 21%. Oui. Certainement, vous savez que les plantes égyptiennes ou les produits égyptiens ont un goût particulier, ce qui les fait ils sont prisés vraiment, ces produits, surtout les agrumes, surtout les agrumes égyptiens et les mangues. Alors, ah oui, c'est les plus bonnes au monde, oui, sans exception. J'ai mangé les mangues partout, mais c'est pas à comparer. Non, même au pays dont les mangues sont originaires, que ce soit en Inde ou en Afrique. Oui, en Afrique, oui, voilà. Mais en Afrique, on sert les mangues séchées et salées, mais nos mangues ne peuvent. C'est pas à comparer. C'est pas à comparer, c'est vrai. Alors, ce que je vous dis, c'est la particularité de l'Égypte. Oui, c'est vrai. Vous voyez, nos produits n'ont pas, même au niveau des pays qui se trouvent dans la même zone géographique. Et qui partagent le même climat. C'est comme la terre de l'Égypte est une terre bénie. Alors, c'est vrai en plus. C'est vrai. Même la viande, notre viande, nous n'avons pas assez de terrain pour cultiver les terres pour faire le fourrage aux animaux. C'est vrai, c'est pourquoi le prix de la viande chez nous est élevé.
Mais notre viande a un goût particulier. Oui. Alors, nous devons profiter de ceci. Oui, alors on parlait des exportations. Alors, l'Europe, par exemple, c'est surtout les pays arabes, mais l'Europe aussi, qui importe les fruits et les légumes. Pourquoi les deux? Les fruits et les légumes, parce que... Surtout. Oui, je vous dis parce que notre climat est modéré. Nous avons à la fois la culture sans serre et la culture protégée, et nous respectons nos engagements. Les normes, bien sûr. Oui, et c'est ce qui, sans aucun faufilement, et on fait deux contrôles, un ici et l'autre là-bas. Alors, et avec la proximité de la destination, nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui fait que les coûts de transport sont réduits, ce qui fait que surtout avec le canal de Suez et une information, il y aura l'inauguration du port de Ain Sokhna bientôt, je crois jeudi prochain, pour plus de transport maritime, pour plus de navigation et d'échanges, bien sûr. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et ces éclaircissements comme ça, concernant la sécurité alimentaire en Égypte et dans le monde. Merci à vous. Merci. C'est la fin de notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Et très très bonne soirée. Au revoir.